On se demande parfois, est-ce que l'IA est capable de créer une application de A à Z? Et on entend parler du fameux vibe coding qui sous-entend d'avoir aucune compétence technique pour le faire, mais concrètement, comment faire? C'est le sujet de cette vidéo où Jules vous partage une méthode simple et structurée que vous pouvez reproduire pour créer votre propre application avec l'IA. On passe par trois grandes étapes avec des outils comme Google AI Studio pour la faisabilité, V0 pour la partie interface et Cursor Cloud Code pour l'optimisation. Cette app, elle utilise même de l'IA pour générer des images avec le dernier modèle Nano Banana. On va même voir comment améliorer l'app en travaillant sur le prompt engineering. Et avant de commencer, voici un petit aperçu du retour de Jules. Déjà, quand tu arrives en fait à ce stade-là, où en fait tu as en local en fait, un front-end, un back-end qui fonctionne, tu as déjà fait, selon moi, 80% du boulot. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir de là, bah, tu n'as plus vraiment de limite parce que Merci Jules d'avoir accepté l'invitation. C'est top, on va pouvoir ensemble du coup rentrer vite dans le vif du sujet sur comment créer une application avec l'IA. Toi, tu as beaucoup d'expérience et une méthode assez précise que tu vas nous partager sur là, on va créer une application avec l'IA en utilisant en plus une API OpenAI, Nano Banana, de génération en tout cas de contenu avec l'IA. Donc, je te laisse la main pour nous présenter tout ça. merci Louis pour l'invitation. Donc effectivement, moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est que je te présente un cas d'usage concret de comment utiliser Nano Banana et comment aussi le rajouter dans une application. Du coup, ce que je te propose, c'est déjà, je te présente dans un premier temps les trois étapes par lesquelles on va passer. On va y aller très rapidement et puis après, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Hâte de voir ça. Donc en fait, là, l'idée, c'est qu'on va faire une app de room staging. Donc en gros, c'est quoi? Tu vas en fait pouvoir fournir en input l'image d'une pièce, donc ça peut être ton appartement. Tu vas aussi pouvoir ajouter un autre objet de décoration que tu veux potentiellement rajouter. Et en fait, on va voir à quel point en fait Nano Banana est capable de fournir un rendu de la pièce modifiée avec ce nouvel objet. Que ça soit d'ailleurs pour utiliser Nano Banana ou n'importe quelle autre technologie, n'importe quelle autre API, moi j'essaie de toujours commencer par valider la faisabilité technique de mon idée, tu vois. Donc typiquement, dans le cadre de Nano Banana, on va le voir, ils ont sorti un outil qui s'appelle le Google AI Studio, qui est vraiment une sorte de bac à sable où tu vas pouvoir tester l'API, et c'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir valider qu'en fait, ça vaut le coup de continuer. Ensuite, dès qu'on valide cette première partie, donc disclaimer, ça marche. euh, Dès qu'on a validé cette première partie-là, après moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer par un proto dans un outil type Lovable, Bolt. Ici, on utilisera V0. Dans un troisième temps, on verra comment en fait améliorer l'output de l'IA et directement en fait en utilisant Cloud Code et directement vraiment en se plaçant en fait à la place d'un vibe codeur, d'un développeur qui cherche à améliorer l'output en fait d'une IA et plus spécifiquement ici de Nano Banana. Voilà, sachant que ça sera aussi des pistes pour montrer aussi comment on peut améliorer du prompt engineering. Ouais. Et N'hésite petit pas. disclaimer, c'est vrai que ça, c'est accessible à n'importe qui. On n'a pas forcément besoin de savoir coder. Alors, il y a peut-être des notions techniques que tu vas aborder et que tu vas sûrement aussi expliquer. Tester la faisabilité, commencer à développer un proto et itérer dessus. Il n'y a pas forcément besoin d'être dev maintenant pour faire des choses comme ça. Absolument. Bah, en fait, comme tu vas le voir, en fait, on va faire du vibe coding, hein. Donc, du coup, concrètement, on va fonctionner avec le langage naturel. Alors, certes, il faut savoir être précis dans la manière dont on peut fournir les instructions à l'IA. Si forcément, tu as déjà un peu travaillé avec des personnes un peu tech, si tu as été product manager ou si tu as été même dans des équipes où, en gros, tu avais quelques personnes un peu plus techniques, forcément, ça va te faciliter la vie. Mais le plus important, en fait, c'est d'être rigoureux dans le fonctionnel. Et après, bah, l'IA fera le travail pour toi. Et ben moi, je te propose d'aller directement dans Google AI Studio. Donc, en fait, Google AI Studio, c'est vraiment, faut le voir comme un bac à sable pour tester toutes les nouvelles API en fait de Gemini. Donc, du coup, ils ont un chat avec lequel tu peux interagir pour directement générer des images. Donc, on l'a pas précisé, mais pour ceux qui ne connaissent pas Nano Banana, c'est un modèle qui s'appelle aussi de manière plus technique le modèle de Gemini 2.5 Flash Preview. Et en fait, c'est un modèle qui permet de générer des images. Et donc, du coup, cet outil, il est disponible via une interface, comme tu vois, mais aussi via une API, de manière à ce qu'on puisse l'intégrer dans nos applications. Et en fait, un des intérêts de ce studio, bah, c'est surtout de pouvoir tester
ces API pour voir si par rapport à ton idée, bah, est-ce que la techno suit derrière et te permet de répondre aux besoins. Donc moi, ce que je fais quand je commence un projet avec Nano Banana, bah, c'est qu'en fait, je vais commencer par créer une app. Donc du coup, tu as un onglet qui s'appelle Build, tu vois, dans le studio là, et tu as déjà des apps en fait qui sont déjà préfaites. Cool. C'est des bonnes sources d'inspiration aussi quand tu veux apprendre à web coder, ne serait-ce que juste copier-coller en fait une app déjà existante pour te faire la main. Typiquement, du coup, là, ce qu'on va commencer par faire, bah, c'est d'écrire cette application, donc avec du langage naturel, et qui va nous servir justement de première preuve de concept. Donc moi, ce que j'utilise souvent, c'est un outil qui s'appelle Whisperflow, que je vais ouvrir ici, que tu connais, je crois, Louis, et qui est un outil qui permet de dicter et de convertir du langage naturel en du texte. Donc là, je vais commencer à lui fournir des instructions. Donc, du coup, ce que je voudrais faire, c'est construire une application qui permet de modifier le rendu d'une pièce en ajoutant un nouvel objet que je vais fournir en input. Donc, en gros, l'idée de cette application, c'est de fournir en input 3 éléments. L'image d'une pièce, l'image d'un objet que je voudrais rajouter à cette pièce et un input supplémentaire où je fournirai des instructions sur comment rajouter où rajouter cet élément de décoration dans la pièce. L'objectif, c'est bien sûr d'utiliser le modèle Nano Banana de génération d'images. OK, là j'ai mon prompt et je vais maintenant pouvoir run l'application. Donc là, typiquement, tu vois, quand j'utilise le studio de Google AI Studio, j'arrive pas forcément avec un prompt un peu à moi, ce qui est pas forcément le cas quand je prompte avec typiquement un V0 ou un Lovable, où j'aime bien créer une PRD un peu plus complète, avec tout un tas d'informations sur le design système que je veux mettre en place, etc. Là, c'est vraiment une preuve de concept. On veut juste tester l'API avec une petite interface vite fait. Et là-dessus, c'est vrai que c'est très cool. Tu utilises c'est Whisper Flow que tu disais. Absolument. Et c'est vrai qu'en même temps, il structure là en liste à puces 1, 2, 3. La manière dont tu dictes, c'est le format est directement mis, c'est top. Ouais, exactement. Et en fait, tu peux même fournir aussi dans l'app ton vocabulaire à toi. Je crois qu'aussi, si tu es développeur, il est aussi capable maintenant de bien interagir avec les fichiers notamment les extensions de fichiers, etc., etc. Ok, bah écoute, comme tu viens de le voir, la magie du web coding vient déjà de s'opérer. Et 56. voilà, et en 56 secondes, bah, tu vois qu'en fait, on a déjà en fait quelque chose qui répond en fait aux besoins qu'on vient de décrire. Donc voilà, donc on peut aussi, pour ceux qui sont un petit peu plus techniques, on peut aussi valider quel est le modèle qui a été utilisé. Et ici, comme on peut le voir, hein, on a bien le modèle Gemini 2.flash Image Preview qui est utilisé. C'est donc le modèle Nano Banana dont on a parlé. Et bah écoute, moi ce que je te propose, c'est que on teste quoi. Bah ouais, y a rien de mieux. Allons-y. Donc du coup, j'ai préparé les échantillons avec les images que je t'ai fournies. Donc du coup, il y a cette pièce ici, il y a un cache-pot ici magnifique. Donc après, la question c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'une app comme ça pour vérifier si ça rend bien dans une pièce de ce type-là? Ça, c'est un autre sujet, mais on va dire que là déjà, on va déjà tester. Et là, ce que je vais lui dire tout simplement dans un premier temps, c'est rajoute moi ce cache-pot dans la pièce. Là, pour le moment, on va pas donner d'instructions, on va dire plus précises. Et donc là, on va voir si on a déjà un premier résultat. Et là, c'est vrai que tu prends l'exemple de Nano Banana. L'idée, c'est après, si l'application elle est spécialisée dans, je sais pas, l'architecture d'intérieur, ça pourrait être un modèle précis qui est entraîné justement pour placer les objets. Derrière, il y a la possibilité d'ajouter de la valeur en plus que simplement l'API Nano Banana, ou ça peut être même sur l'interface spécialisée pour les architectes d'intérieur pour facilement identifier des objets qui pourraient mettre, qui pourraient être suggérés. Enfin, Ouais, tout à fait. parce que c'est vrai que c'est un peu brut, mais il y a des problèmes qui peuvent être résolus avec des applications comme ça pour les architectes d'intérieur. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, le sujet que tu soulèves, c'est le sujet qui devient l'un des sujets les plus importants en fait en création de produits ces derniers jours, ces derniers mois et dans les années qui vont venir. C'est que en fait,
la valeur en fait, que tu vas pouvoir, créer avec de l'IA, ça va être à quel point tu vas pouvoir transférer ton expertise dans ton domaine et la convertir en fait en un prompt qui est, compréhensible par l'IA. Ta valeur, c'est pas simplement d'implémenter de l'IA, mais c'est comment tu rajoutes ton expertise, dans cette IA et en fait, tu as plusieurs angles d'attaque. Tu as comment tu orchestres différents modèles qui en plus évoluent dans le temps, pour avoir le meilleur rendu, encore une fois par rapport à ta verticale. Et il y a aussi comment, derrière, aussi tu promptes chacun de ces différents modèles, avec différentes techniques aussi qui vont potentiellement, changer selon ton secteur d'activité, ton expertise et aussi en fonction des tests que tu vas faire constamment. Et ce que tu dis, c'est ce qu'on appelle du prompt engineering et en fait, on touchera un petit peu à la fin, sur des manières de raisonner pour pouvoir améliorer. Comme tu le vois, on a bien, l'objet là qui s'est rajouté. Donc je vais peut-être un petit peu zoomer parce que par défaut, on n'a pas une feature, qui a été rajoutée pour pouvoir ouvrir en plein écran. Mais comme tu peux le voir ici, bah, en fait, l'objet s'est rajouté, à cet endroit précis. On peut essayer de voir si, en rajoutant d'autres instructions, il, comprend. Donc typiquement, ou enfin en tout cas, comment il réagit avec des instructions un peu différentes. Donc typiquement, on peut lui dire, «Remplace la télé par le cache-pot». Je sais pas, honnêtement, je sais pas du tout ce qu'il est capable de de donner, hein. Mais après, déjà, le résultat, la première image est très, très cool. Alors, tu vois qu'il y a il y a une erreur qui a été générée, donc on va dire donc moi ce que je fais, hein, alors on va retester déjà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être être un peu plus précis sur le prompt déjà. On va dire: «Remplace la télé de la pièce par le cache-pot». C'est une erreur, c'est aussi intéressant de savoir comment toi tu débugs. OK. Mais là, du coup, y a pas eu d'erreur. Mais marrant que tu aies pas directement regardé dans la console, que tu aies précisé les instructions. Moi, instinctivement, j'aurais plutôt regardé bah, du coup l'erreur et peut-être demandé de reprompter pour limite me relancer l'application. Ce qui, en disant que j'ai eu une erreur sur la deuxième génération. Ouais, bah, donc du coup là effectivement tu as raison. Là, je pense que j'étais plus, on va dire motivé par le fait d'avoir un résultat là, en live. Mais effectivement, on peut retester. Ça serait la bonne, manière de faire, hein. Ça serait d'aller dans la console, de redemander en fait à l'AI en fait, de gérer en fait ce cas en particulier. En fait, je l'ai pas fait parce que là, on est encore dans une preuve de concept pure et en fait, dans les étapes d'après, dans V0 et même dans Cloud Code, on aura plus ce type de raisonnement. Donc là, on peut réessayer avec, juste, cette, cette instruction initiale. Donc ça a l'air de marcher. Je pense que voilà, je sais pas ce qui s'est passé pour le coup, bah, tu vois, là, ça marche aussi dans ce cas-là précis. Voilà, il y a pour le coup, ça, je pense que c'était plutôt un bug vraiment pur, API de leur côté qui faisait que du coup l'instruction, enfin que l'output, n'est pas passé. Mais bref, en tout cas, l'output, c'est enfin la conclusion de cette première partie, c'est, bah, ouais, ça marche bien, du coup, en tout cas, j'ai moyen d'implémenter cette technologie dans une app qui va pouvoir être un side project, une nouvelle feature de ma boîte et cetera et cetera. Donc du coup, ce que je te propose de faire, c'est qu'on valide cette première étape. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une capture d'écran. Ici, on va se dire: «Hop, ça, c'est validé». Et bah, on va passer en fait à l'étape d'après et on va passer ensuite sur, V0. Donc bah, c'est parti. Et rapidement, si tu peux rappeler l'étape d'après, c'était commencer à avoir un proto un peu plus. Enfin, qu'est-ce qui change de basculer entre AI Studio et V0? Pourquoi? Ouais. AI Studio, ce qui est important dans le web coding, c'est d'utiliser les outils pour, en fonction de, en fait, leur spécificité. Si tu as un outil comme Google AI Studio, c'est pas vraiment fait pour, construire une app, qui potentiellement même va servir de prototype. C'est vraiment, encore une fois, un bac à sable pour permettre de tester un peu en live, heu, les nouvelles technologies développées par Google. Tu peux certes exporter le code et cetera, mais en fait, c'est pas fait forcément dans des frameworks qui vont être, tu vois, genre
utilisable avec un vrai back-end, etc. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que l'étape d'après, pour l'étape d'après, j'opte plutôt pour des outils type V0, Lovable, etc., qui vont être capables de générer des protos avec des technos qui vont pouvoir être réutilisables, soit par toi parce que tu es un bon vibe codeur et tu peux coder par toi-même, soit par même des équipes, tu vois, de dev avec lesquelles tu bosses. Donc, en gros, c'est un niveau de technicité et de viabilité la prod bien meilleur, quoi. Donc, du coup, on y va. Donc, en fait, l'expérience, c'est la même. Donc, ce que je peux faire, en fait, il y a différentes manières de procéder. Une manière peut-être un peu bête et méchante au final, ça serait de reprendre le prompt que j'ai utilisé d'ailleurs initialement pour Google AI Studio. C'est-à-dire, ce qu'on va faire, c'est honnêtement pas forcément la manière avec laquelle je fonctionne, mais bon, dans le cadre de cette démo et dans le temps qui nous est imparti, et aussi parce que on s'en fiche un petit peu de l'interface, tu vois, et de la beauté du design system et tout, ça va complètement suffire. Mais si par exemple demain tu as besoin d'appliquer ton design system, de faire quelque chose d'un peu plus beau, et cetera, d'un peu plus pro, moi ce que je conseille, c'est de travailler un petit peu d'abord dans ChatGPT, dans Claude, pour faire des specs un peu complètes, et cetera, et cetera. Donc du coup, je réutilise ce prompt. Je vais quand même rajouter un petit élément qui, en fait, pas des moindres, c'est qu'en fait, je vais lui rajouter tout simplement des screenshots, quoi. Comme ça, il va s'en servir d'inspiration. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends une capture d'écran et ça, en fait, c'est quelque chose que tu peux rajouter directement en input de V0 et il va générer l'app. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps. Et ouais, donc là, en termes de, enfin, est-ce que tu vois une différence entre V0 et Google Studio? Le process est un peu le même. On voit la logique de réflexion, peut-être des recherches là sur le web qui sont déclenchées pour récupérer de la documentation sur l'API Nanobanana. Est-ce que ouais, toi tu ressens une différence entre ces deux outils qui fait qu'il y a un step qui est passé? Ouais, du coup, la première différence, c'est que, et je vais te montrer ça d'ailleurs juste après, c'est qu'en fait, on peut être beaucoup plus directif, notamment sur la technologie qu'on veut utiliser derrière. Voilà, encore une fois, si on travaille avec des équipes de dev qui veulent utiliser telle ou telle technologie, en fait, on peut explicitement fournir cette info en fait à V0 et il va changer le code en fonction, ce qui n'est pas du tout le cas en fait de Google AI Studio. Et la différence aussi entre V0 et Google AI Studio, et d'ailleurs même V0 par rapport à Lovable et Bolt, je trouve en ce moment, c'est que l'output côté front-end, il est bien meilleur, quoi. Enfin voilà, la qualité est vraiment très bonne. Voilà, d'où le fait que c'est assez naturel selon moi de passer de l'un à l'autre, et ce d'autant plus que tu n'as pas à souscrire à Google AI Studio. Encore une fois, ça reste un bac à sable gratuit qui t'est mis à disposition par Google. Parce que ouais, juste V0, c'est aussi gratuit. Enfin, il y a un plan gratuit ou c'est que payant. Alors, donc du coup, il fonctionne vraiment comme avec Lovable, c'est-à-dire que il y a un plan gratuit qui te permet d'avoir 5 crédits. Donc autant te dire que en fait, avec 5 crédits, tu peux pas faire grand-chose. En tout cas, tu peux pas vraiment itérer sur ton app. Donc c'est 5 crédits par jour, hein, j'ai pas précisé. Donc du coup, c'est toujours un peu frustrant d'avoir juste 5 itérations possibles par jour. Et donc du coup, ils ont un plan, en fait, c'est comme Lovable à 20 $, où en gros, tu as, je crois que c'est l'équivalent de 20 crédits ou de 100 crédits, je sais plus exactement. Mais en fait, dans tous les cas, ça dépend du nombre de tokens que tu consommes. Et les tokens, ça dépend en fait de la longueur de tes prompts, de la longueur de l'output, etc. Donc voilà, donc du coup, comme on peut le voir, il a généré le même front-end. Là, la petite différence, comme tu peux le voir, c'est que, comme il le dit ici, il dit que, en fait, qu'on va utiliser une intégration, quoi. Il reconnaît, si tu veux, qu'on se connecte à une API externe. D'ailleurs, encore une fois, on peut faire un petit tour pour voir ce qui nous a sorti. Pour ceux qui connaissent le Next.js, on voit déjà ce fameux dossier API qui est en fait le dossier dans lequel tu vas définir tous tes endpoints d'API qui vont constituer ton backend. Et quand on regarde un petit peu ce qu'il nous a rajouté ici, on voit qu'effectivement, il fait appel donc au même modèle Flash Image Preview. Cependant, ce qui se passe, c'est que quand tu utilises Google AI Studio, en fait, il va nativement utiliser, si tu veux,
ta clé d'API, quoi, en fait. Il va directement faire appel à la clé d'API que tu as utilisée. Là, par contre, bah, V0, il faut que tu lui donnes, quoi, parce que sinon, il va pas l'inventer pour toi. Donc, du coup, c'est ce qui me suggère ici, c'est de, en fait, rajouter, du coup, la clé d'API de Gemini. Et donc, du coup, pour récupérer ta clé d'API, c'est très simple. Tu vas ici dans Get API Key. Et donc, si tu n'en as pas, bah, tu peux créer la clé d'API et tu suis le process step by step, c'est très facile. Et moi, j'en ai une en l'occurrence, donc du coup, je vais la réutiliser. De toute manière, Alix t'aura plus après cette vidéo, donc dans tous les cas, c'est pas la peine d'essayer de copier cette clé d'API. Mais en tout cas, je la rajoute ici. Et bah, écoute, première chose, hein, c'est sans plus attendre, on va déjà vérifier que l'application fonctionne au moins aussi bien que sur Google Studio. Donc pareil, et là on va dire place le cache-pot sur le fauteuil de gauche. Par exemple. La différence, c'est que comme là, on a mis notre propre clé API, c'est vrai que si on exporte et après on met ça en local sur son ordinateur ou même live, ça va. Donc tu vois, exactement, tout à fait. Donc c'est effectivement un point très intéressant que tu viens de soulever. Effectivement, la configuration du code telle qu'elle existe dans Google Studio est beaucoup moins facilement importable dans un contexte où tu fonctionnes en local et tu as ta clé d'API, etc., etc. Donc là, comme tu peux le voir, bah, il y a un bug du coup, visiblement. Donc on n'a pas beaucoup de logs. Oups, pardon, j'ai fait une petite erreur. Donc on n'a pas beaucoup de logs ici. Hop, j'ai fait disparaître le chat. Donc du coup, bah moi, qu'est-ce que je fais hein, dans ce genre de cas? C'est ah ouais, alors malheureusement, on a perdu les logs, mais c'est pas grave. On va quand même lui dire, bah, on a testé de générer l'image donc via l'API de Gemini, donc en fournissant en input l'image de la pièce, l'image de l'objet et des instructions. Et on a eu en output une erreur. Donc, est-ce que tu peux checker de ton côté s'il n'y a pas eu un bug que tu pourrais remonter et fixer? Donc là, tu vois que on va voir ce qu'il va nous dire. Tu recheck jamais les transcripts quand tu parles, recheck s'il y a des petites erreurs dans la génération du transcript en termes de mots et tout. Franchement, je le fais pas parce que je trouve que la qualité de l'output de Whisperflow, il est tellement bon. Et en fait, comme j'essaie d'être, enfin, en fait, normalement, quand tu es vraiment précis dans ce que tu dis avec Whisperflow, franchement, normalement, il n'y a pas vraiment de problème, quoi. Donc voilà. Mais et en plus de ça, franchement, l'IA, même si même s'il y a des mots qui passent un peu, enfin, surtout en France, en fait, en français, je trouve que ça va. Forcément, en anglais, avec l'accent et tout, des fois, effectivement, il y a des mots qui passent un peu à la trappe ou qui sont pas forcément compris. Mais même quand tu as des mots qui passent à la trappe, je trouve qu'il comprend trop bien, quoi. Donc moi, j'avoue que je fais confiance vraiment de manière assez aveugle, mais peut-être à tort d'ailleurs. Hein. Ça serait vraiment à voir. Faudrait que je teste en fait, effectivement. Et tu parlais d'anglais-français. Il y a une différence quand tu promptes en anglais. Tu ressens un petit décalage. Ouais. Alors, les modèles sont quand même entraînés quand même sur de l'anglais. Tu vois, je crois qu'il y a des, enfin, ça dépend des LLM. Je crois qu'il y a des modèles, bah, typiquement Mistral, ils se sont vachement spécialisés, je crois, sur l'arabe. Donc typiquement, voilà, ils sont très bons sur ces langues-là, entre autres, etc. Moi, je conseille vraiment de prompter autant que faire se peut en anglais parce que, voilà, encore une fois, c'est dans ce langage que ça a été, que, que les modèles ont été le plus entraînés, notamment en termes de code. Tout a été entraîné sur Stack Overflow, etc., ces forums où en gros, bah, tout est en anglais. Donc voilà. Moi, c'est le conseil que je donnerais dans le cadre de cette vidéo. On ne fait pas les choses comme ça, mais pour plus de précision, l'anglais, c'est quand même forcément mieux. Donc tu vois que là, en fait, il se rend compte que il est pas sûr de lui, quoi. Et j'ai l'impression qu'il est pas sûr de lui parce que il est pas sûr d'avoir appliqué en fait l'API de Google Gemini proprement. Et tu vois, ça, c'est un premier apprentissage. C'est que typiquement, j'ai fait exprès d'être assez évasif. Mais moi, ce que j'aime bien faire quand même quand on rajoute quand même une API, c'est être un peu plus explicite sur le endpoint d'API à utiliser. Donc là, on va voir s'il le résout par lui-même, mais la solution de secours, entre
guillemets, c'est d'aller dans la documentation, de lui dire, voilà, explicitement, OK, c'est ce endpoint d'API que je voudrais utiliser. Voilà comment ça fonctionnait dans Google AI Studio. Maintenant, tu me convertis le fonctionnement, la manière dont c'est foutu dans Google AI Studio avec l'API de Google Gemini. Je pense que d'ailleurs, c'est à peu près ce qu'il est en train de faire en fait à l'heure actuelle. Tu vois, il cherche des SDK, il cherche des trucs. Ouais, c'est marrant parce que V0, il fait quand même pas mal d'itérations, de recherche d'informations, de réflexion. On voit la chaîne de pensée, il recherche à nouveau jusqu'à atteindre quelque chose qui soit satisfaisant pour lui. Je trouve assez rare les va-et-vient qu'il peut y avoir. Là, il y en a quand même beaucoup pour résoudre. C'est tant mieux, hein. C'est plus c'est long, plus c'est précis et puissant. Ouais. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Je suis assez étonné d'ailleurs qu'il passe autant de temps, surtout sur un modèle d'ailleurs qu'il est censé, je pense, qu'il a vu plus d'une fois depuis sa sortie. Donc voilà. Donc comme je te l'ai dit, on va voir. Là, il est en train de visiblement proposer un fixe. Si ça marche pas, je pense qu'on sera beaucoup plus directif dans la logique back-end derrière. Ok, donc typiquement, je vais juste jeter un coup d'œil, voir un peu ce qu'il a pu faire. On va voir. Honnêtement, là, je vois pas de trucs vraiment fondamentalement très différents. Enfin, en tout cas, visible à vue d'œil. Donc du coup, on va tester comme ça. Donc pareil, hein, hop, on va utiliser toujours le même exemple et on va faire juste rajoute le cache-pot sur donc ça a marché. Nice. Bon, là, il l'a mis sous la télé. Pourquoi pas. On peut réessayer d'ailleurs. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est en fait le prompt qu'il a utilisé. Donc, comme tu peux le voir ici, on a ce prompt-là, tu vois, You are an expert interior designer, blablabla. Bla. Ce qui peut être intéressant de voir, c'est que là, on lui a pas donné d'instruction très spécifique par rapport au prompt qui a été utilisé, tu sais, dans Google AI Studio. Donc du coup, si je reviens dans Google Studio, moi, ce que j'aimerais voir, c'est en fait, est-ce que finalement le prompt qu'il a utilisé, est-ce qu'il est fondamentalement différent? Est-ce qu'on voit exactement où est le prompt? Je pense peut-être dans un autre doc. Moi, je l'avais vu tout à l'heure, peut-être dans App. Ouais, peut-être, effectivement. En fait, regarde, pour chercher à mon avis, ce que je ferais, pareil, hein, là en plus il utilise le SDK de Google, donc je suis pas du tout sûr de savoir comment ça marche, mais je pense que ce text part, c'est peut-être... Non, c'est peut-être pas ça. Si tu tapes instruction, peut-être. Ouais. On va voir. Et je l'avais vu à un moment donné. En fait, dans tous les cas, il a dû trouver un truc du type You are an interior designer. Si je tape designer, il va sûrement trouver un truc. Tac. Ok, alors ça c'est bien. Tu l'avais toi du coup Moi, je l'avais vu à un moment donné. Je pense que Et sinon, tu sais quoi en fait, faut pas chercher non plus hyper compliqué. On va juste lui demander ouais. Quel est le prompt? T'as vu que le réflexe de base. Quel est le prompt que tu as utilisé pour appeler l'API de Google Gemini? Il n'y a pas non plus énormément de. Ok. Et quelles sont les instructions données à Google Gemini? En fait, j'ai l'impression qu'il donne pas vraiment d'instructions, tu vois, très précises. En plus, ouais, c'est bien. on va voir. Puis au pire, de toute manière, on se basera hein, sur ce que V0 a fourni. Il n'y a pas de problème de toute manière. Tu vois, en fait, vraiment, tu vois, contrairement à V0 qui fournit un prompt, tu vois, peut-être un peu plus, un peu plus conséquent. En fait, ce qu'il a fait Google Gemini hein, dans cette première version, c'est qu'il s'est pas embêté. Il a pris les images, les instructions, il les a balancées à l'API sans fournir, sans dire concrètement ce que c'est quoi. Ce qui montre d'ailleurs que le modèle est quand même assez intelligent parce qu'il est capable de comprendre exactement quoi faire avec les objets qu'on lui donne en entrée. Cependant, bon voilà, il est fort possible quand même que sur des cas un peu plus précis, il soit pas capable de vraiment, tu vois, genre aller très loin quoi. Donc typiquement, on peut typiquement tester un cas suivant, remplace le fauteuil de gauche, le cache-pot. On va voir si, par exemple, sur ce genre de cas,
ça peut marcher. Donc là, tu vois qu'en fait, il n'a pas exactement compris en fait la consigne, quoi. C'est-à-dire qu'il a bien placé le cache-pot à gauche, mais il n'a pas vraiment remplacé le fauteuil, quoi. Donc voilà, tu vois, c'est là qu'en fait, on commence à voir certaines limites d'un output sur lequel nous, on n'a pas forcément travaillé plus que ça, quoi. Du coup, ça va être l'objet en fait de cette dernière partie, quoi. C'est d'essayer de voir, en tout cas, d'avoir des pistes en fait de comment on peut finalement améliorer l'output de l'IA pour pouvoir répondre en fait au cas d'usage de nos clients sur pour cette application. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va dire que cette partie-là, en fait, elle est faite. Donc du coup, comme tout à l'heure, on peut valider cette partie-là. D'ailleurs, on pourra partager ce doc avec le step by step si ça peut aider Ouais, carrément. pour la suite. Et donc là, du coup, pour t'expliquer un peu moi comment je fais quand j'arrive un peu à cette étape-là, que ça soit d'ailleurs quand il s'agit d'utiliser un modèle d'IA ou pas d'ailleurs, une app quelconque, c'est que moi j'aime bien faire le proto, le front-end, éventuellement, comme c'est le cas ici, un peu la feature cœur, le back-end, quoi. Mais par contre, quand il s'agit de rentrer un petit peu plus dans des complexités, dans des itérations, moi, j'aime bien fonctionner en local, en fait, dans un IDE. Donc un IDE, c'est une interface, c'est l'interface utilisée par les développeurs, quoi. Et pourquoi, en fait, j'aime bien faire ça? J'aime bien faire ça parce qu'en fait, tu peux avoir accès directement aux modèles type Claude Code, quoi, qui, en fait, ont directement accès au modèle brut sans intermédiaire. V0, comme tu le vois, c'est en fait, ça reste un intermédiaire, si tu veux, entre différents modèles et l'utilisateur. Et donc, du coup, il y a forcément une couche d'abstraction qui a été rajoutée, qui peut-être dans certains cas d'usage va être meilleure que l'utilisation brute, mais qui, dans la globalité des cas d'usage, va être quand même être moins bon que en fait l'usage direct quoi du modèle brut, quoi. Donc, l'autre avantage aussi de fonctionner en local, c'est qu'en fait, tu peux t'affranchir enfin, tu pas obligé de consommer des tokens, tu vois, de V0. Si tu codes beaucoup, si tu vibe codes beaucoup, ça se consomme très, très rapidement et du coup, ça a un intérêt ensuite de passer vraiment, sur, ton IDE, utiliser Claude Code que tu raccordes, en fait, à ton abonnement, Claude et qui te coûte pas plus de 20 par mois. Ah, ok, je comprends. Et si je résume, en gros, Google AI Studio, très bien, c'est gratuit, tu peux itérer facilement, c'est rapide. Après, pour mettre sa clé API, aller plus loin, travailler un peu l'interface, V0, ce sera mieux que Lovable, Bolt, dans le rendu. On peut aller assez loin. Et après, une fois que les premières pièces ont été validées, assemblées, euh, pour aller dans une approche plus globale où tu vas itérer et en fait ça va être plus technique, un outil comme Claude Code va être plus performant sur la durée dans ton projet global, quoi. Exactement. Sachant que, juste pour préciser un point que tu as dit, V0, je trouve, est un peu meilleur en termes de rendu, mais ça reste pour moi un équivalent de Lovable et de Bolt. Un des attraits, moi, un des éléments pour lesquels j'utilise aussi V0, c'est que pour des petits side projects, j'aime bien utiliser ce framework auquel j'ai fait référence qui s'appelle Next.js, qui est hyper simple d'utilisation. Pour des projets plus complexes, je préfère en fait utiliser d'autres frameworks un peu plus complexes, et là j'utilise Lovable, quoi. Mais par contre, tu as très bien résumé quelle est la démarche que moi j'aime bien suivre et qui est viable sur du long terme quand il s'agit de lancer des apps, tu vois, qui partent en prod, où tu as des clients qui te disent, bah voilà, moi j'ai des bugs, je veux telle Ouais. feature request, je veux l'améliorer, etc. En fait, tu es beaucoup plus confiant quand tu as vraiment la pleine visibilité, la pleine maîtrise en fait de la code base quand tu peux fonctionner avec un environnement local. Donc du coup, comment on fait pour passer en local? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va passer par l'intégration que V0 a avec GitHub. Donc GitHub, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site en fait qui permet de stocker les repositories, donc toutes les code bases en fait de tes apps, quoi. Donc on va passer par synchroniser du coup le code de V0 vers GitHub et ensuite on va synchroniser le code de GitHub vers mon interface en local et moi j'utilise Cursor en l'occurrence combiné avec Cloud Code. Donc je vais vous montrer ça. Ok, donc là je vais devoir me sign in.
OK, donc je suis déjà sign in et effectivement, voici mon GitHub. Donc là, je crée un repo. Donc là, il est en train de synchroniser le code qui se situe, qu'on peut voir ici, dans GitHub directement. OK, parfait. Donc là, il me dit que, le projet a été généré. Donc là, j'ai plus qu'à cliquer sur ce lien. Je vais donc être redirigé vers GitHub et ici, effectivement, j'ai bien accès, à ce code-là. Et donc là, on va ensuite passer dans, Cursor. Alors c'est là que généralement ça fait un peu peur en fait pour la plupart des gens. Moi, c'est vraiment enfin, dans le cadre de Vibe Coding Academy notamment, moi c'est ce que j'essaye un peu comment dire? C'est ce que j'essaye d'éviter, ce que j'essaye en fait de donner confiance un peu aux gens vis-à-vis de ça. Faut pas croire il faut pas, paniquer quand on voit ce genre d'interface là. C'est vraiment, complètement accessible. C'est des barrières qui selon moi sont plus psychologiques qu'autre chose. Alors, donc là je vais ouvrir Cursor. Donc du coup, je vais ouvrir un nouveau projet, git clone et avec l'URL du repo qu'on vient de créer dans GitHub, d'accord? Que je vais copier et coller ici. Et dès que je vais faire ça, donc là, c'est des commandes dans le terminal, et bah, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer en fait un dossier avec tout le code disponible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite commande dans le terminal qui est très simple, qui s'appelle cd. Donc cd, ça veut dire quoi? Cd, ça veut dire que je vais tout simplement changer, rentrer dans un dossier. Donc là, on voit qu'on me suggère de rentrer dans ce dossier, donc je fais cd tab, je rentre dans ce dossier-là. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir Claude Code. Donc j'ai déjà installé Claude Code, donc je vous montre pas le process pour l'installer, mais c'est hyper simple, c'est juste une commande et ça se retrouve dans de la documentation. Et ce que je vais faire, c'est que pour ouvrir Claude, je vais euh, euh, écrire donc Claude dans le terminal. Il va me demander si je peux rajouter Claude à ce folder-là. Et voilà. Et là, je rentre dans l'interface de Claude Code. Donc là, effectivement, on est dans une interface type développeur, mais encore une fois, voilà, comme tu vas le voir, c'est vraiment assez simple d'interagir avec ce genre d'outil-là. Première étape que je veux faire, c'est moi, je veux faire tourner cette app en local. Je veux juste valider qu'en local, je peux faire tourner cette app-là. Donc, ce que je vais lui dire, hein, très simplement, c'est je viens d'importer mon application, enfin le code venant de GitHub en local. Je voudrais maintenant que tu me donnes les instructions pour faire tourner en local cette application. Quand on dit faire tourner en local une application, ça veut dire qu'en fait, on va configurer sur notre machine un serveur qui va permettre en fait d'accéder à l'application dont le code vient d'être synchronisé. Et là, comment ça se passe du coup Claude, Claude Code, il est capable de modifier des documents, pas encore, d'installer, il demande la validation. Alors là, normalement, si tu veux, tout est fonctionnel du point de vue, tu sais, DevOps, tout ce qui est déploiement, etc., puisque ça fonctionnait déjà dans V0. Donc là, a priori, et ça a l'air d'être le cas, il est plus en train de me donner des instructions sur comment juste euh, euh, installer, en fait, si tu veux, les librairies nécessaires et quelles sont les commandes aussi pour pouvoir faire tourner en local, si tu veux, l'application. Donc là, en fait, c'est là où il faut être assez bête et méchant, hein, concrètement. Il faut suivre, en fait, les étapes, tu vois. Donc là, du coup, on va utiliser cette première commande. Donc, ce que je fais, en fait, tu peux ouvrir plusieurs terminaux, si tu veux, plusieurs pages dans ton terminal, plusieurs fenêtres, quoi. Donc, du coup, en cliquant ici, tu peux ouvrir un nouveau terminal. Et moi, ce que je fais, en fait, généralement, c'est que je switch d'un terminal à l'autre pour pouvoir suivre un peu les instructions. Donc, la première instruction, c'est installer les dépendances. Alors, une petite quand même précision. euh, et ça, je sais pas d'ailleurs s'il le fournit, mais c'est pas grave. En fait, on va quand même suivre comme ça. Parce qu'en fait, on n'est pas exactement dans le bon dossier. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le dossier. Donc, en fait, il faut vraiment rentrer dans le dossier de l'application. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Donc là, on voit qu'il est en train d'installer des packages. Hein, donc, c'est toutes les librairies dont il va avoir besoin. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, on a une deuxième étape où, en gros, on va lancer le serveur. Donc, cette commande-là, que je copie-colle ici, donc pnpmdev, elle va permettre de lancer en local l'application. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que l'application, elle va être ensuite accessible sur ce lien-là, qu'on va ouvrir. Et donc là, Nice. voilà, comme on peut le voir, on a maintenant l'application qui est présente en local. Donc là, on peut, sans plus attendre, en fait, tester en fait et voir si ça marche aussi en local. Ça serait déjà en fait
déjà une deuxième étape de réussite. Donc toujours pareil, hein, place l'objet sur la table basse. Tiens. Donc là, en fait, on a une erreur et on a en fait directement l'erreur mentionnée, c'est que la clé d'API n'a pas été configurée. Et effectivement, en fait, les clés d'API, elles sont rajoutées dans V0 et c'est d'ailleurs une bonne pratique, hein, dans des fichiers qu'on appelle des fichiers env, .env, qui ne se transfèrent pas en fait et qui ne se partagent pas, si tu veux. Donc du coup, ce qu'on va devoir faire, la première étape hein, pour pouvoir faire fonctionner en local, ça va être de demander à Claude de nous permettre de rajouter cette fameuse clé d'API, quoi. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire l'application ne fonctionne pas car je n'ai pas pu fournir la clé d'API de Google Gemini. Est-ce que tu peux m'expliquer et toi-même implémenter le processus pour pouvoir rajouter de manière sécurisée ma clé d'API de Google Gemini? Il va commencer à rajouter des fichiers et comme tu peux le voir, hein, il est en train ici de créer, tu sais, ce fichier .f dont je te parlais, que lui il appelle Ouais. .f.local et c'est là-dedans en fait que je vais pouvoir récupérer ma clé d'API. Ok. Pour bien comprendre, en faisant la synchronisation V0 GitHub, Ouais, il y a un fichier qui n'a pas été tout ajouté, à fait. qui est le .env, et du coup, il faut le rajouter après avec le code. Exactement. Et en fait, tu verras aussi, enfin, on n'aura pas l'occasion de le faire aujourd'hui, mais qu'en fait, quand tu synchronises ensuite ton code de GitHub vers Vercel, qui est donc un outil qui te permet de déployer ton code dans Cloud, en fait, ces variables d'environnement aussi, elles ne vont pas être synchronisées. Et c'est pour ça qu'il va falloir aussi, dans Vercel, rajouter aussi un certain endroit où tu peux rajouter des variables d'environnement, cette clé d'API. Pour des raisons de sécurité, pour être sûr que aucune clé d'API n'est disponible nulle part dans le code, surtout pas dans le front-end. Donc là, comme tu peux le voir, alors, comme tu peux voir, donc Cloud Code, bon, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de toucher, en tout cas sur la partie code pur. En fait, il y a plusieurs manières d'interagir avec lui. Soit tu réponds en fait à ces questions au fur et à mesure de tous les changements qu'il fait. Soit tu lui dis, donc ça, c'est le scénario 1. Soit tu lui dis, scénario 2, oui, fais-moi ce changement et tu me demandes plus d'autres changements durant cette session-là. Donc, entre nous, c'est ce que je fais vraiment très régulièrement. Et le 3, c'est non, en fait, là, tu fais n'importe quoi et je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. Donc là, du coup, comme tu l'as compris, je vais faire le scénario 2 et il y a un raccourci clavier, hein, c'est Shift Tab, qu'au fur et à mesure, tu, tu apprends à utiliser. Donc voilà, donc du coup, tu vois qu'il y a un fichier qui a été rajouté ici. Et donc moi, je vais faire comme tout à l'heure, récupérer cette fameuse clé d'API. Cette clé d'API, elle est disponible ici. Et je vais donc pouvoir la rajouter là. Ok, alors, un truc, je faisais l'erreur tout le temps avant, mais en fait, faut pas oublier qu'en fait, il faut sauvegarder ces fichiers. Donc du coup, commande S à chaque fois que tu rajoutes un truc manuel dans un IDE. C'est une habitude que tu perds parce qu'encore une fois, tu fonctionnes voilà, de plus en plus avec du vibe coding, etc. Mais du coup, en tout cas, quand il y a des petites modifications manuelles, ne pas oublier de sauvegarder. Et voilà, et en fait, on va retester du coup. Alors moi, ce que j'aime faire quand même, normalement, il est censé me le dire, mais j'aime bien quand même relancer le serveur. Donc là, pour arrêter le serveur, c'est CTRL-C. Et ensuite, pour le relancer, tu peux récupérer la dernière commande utilisée en utilisant la flèche du haut de ton clavier. Et tu relances le serveur. On vérifie qu'on a bien le front-end qui va être régénéré. Donc, on n'a pas de, on sauvegarde pas en base de données. Donc, du coup, forcément, dès qu'on refresh, en fait, le contenu disparaît. Et donc là, on va dire place le pot sur la table basse. Je sais plus si on l'a déjà fait. Je vois, on l'avait fait au tout début, mais il y a de moins en moins d'idées à trouver à force. Exactement. En tout cas, avec ces deux, avec ces deux objets-là, enfin avec ces deux inputs-là, on va dire. Ouais. Et donc du coup, si on revient un petit peu aussi, donc là, on rentre un peu dans le code, etc. Mais voilà, si on rentre un petit peu plus dans le détail un peu de comment en fait du prompt engineering, comme tu peux le voir ici, là en fait on a la description complète du fameux prompt hein, qui a été en fait généré en fait par Google.
Donc comme tu peux le voir ici, effectivement, le pot a bien été placé sur la table. Donc voilà, c'est Nickel. déjà quand tu arrives en fait à ce stade-là, où en fait tu as en local, en fait, un front-end, un back-end qui fonctionne, en fait, tu as déjà fait, selon moi 80 du boulot. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir de là, bah, tu as plus vraiment de limite parce que tu as, bah, un environnement, type, vibe coder expérimenté quoi, où en gros, bah, tu vas pouvoir, continuer à interagir avec l'autre code pour ajouter des features de back-end, des features de front-end et l'améliorer en fait de proche en proche, quoi. Donc voilà, donc du coup, moi ce que je te propose, hein, vraiment pour terminer la session, c'est, des petites, pistes pour essayer d'un peu d'améliorer, tu vois, le résultat de ces prompts. Parce que comme on l'a vu au fur et à mesure, bah, il y a certains cas, en fait, edge case qui marchent pas très bien et en fait, faut se mettre à la place d'un utilisateur qui va utiliser mon app et qui serait prêt peut-être à payer, demain pour cette app-là. En fait, il faut être capable de gérer tous ces cas d'usage. Tu vas avoir des gens qui vont dire, «Ah ça s'appelle un pot et pas un cache-pot». Tu en as qui vont dire que c'est un pot de fleurs. T'en as qui vont être plus ou moins précis, qui vont dire: «Je voudrais que tu places le pot sur la table basse qui se situe au centre de la table». T'en as qui vont être beaucoup moins précis et cetera et ton objectif pour améliorer l'expérience utilisateur, bah, c'est d'être sûr de répondre à un maximum de cas d'usage, tu vois? Et ça, c'est un enjeu qui est hyper important et qui est assez universel quand tu fais, bah, une app dont le cœur, c'est, une IA, quoi, concrètement. Et typiquement, voilà, la piste que moi je donne en fait pour pouvoir, faire les choses, c'est en fait se focaliser là-dessus. En fait, comme tu peux le voir, il y a plusieurs critiques que moi je pourrais faire en fait, vis-à-vis du prompt qui est donné. Déjà la première, OK, très bien, il me dit: «You are an expert interior designer and image editor», donc OK, on pose les bases, c'est très bien, on comprend le contexte. Par contre, il me dit: «I will provide you with the two images, a room image and an object». À vue de nez, ça a l'air, pas du tout aberrant, tu vois? Mais en fait, hem, la meilleure manière, de faire pour être sûr d'avoir quelque chose qui marche dans le plus de cas possible, c'est d'utiliser des variables, quand tu fonctionnes avec des images. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de dire: «J'ai l'image d'une pièce, j'ai l'image d'un objet» et c'est à l'IA de réfléchir à: «OK, quelle est l'image de la pièce et quelle est l'image de l'objet parmi les 2 inputs fournis?» Je vais lui dire, sans réfléchir, bah, là, le 1, c'est une variable qui s'appelle image A, qui correspond à l'image qui a été fournie ici. Et Ouais. le 2, c'est l'image 2 qui est fournie ici. Et en plus, ça a l'avantage que si demain tu changes ton front-end et que en fait l'image de l'objet tu la mets en haut à droite, l'image de la pièce tu la mets en bas à gauche, bah, en fait ça sera quand même viable, tu vois, et tu n'auras pas à rechanger la logique derrière. Donc généralement, quand on fonctionne avec des images, c'est pour moi la première chose à faire, c'est de variabiliser les inputs, la manière dont les images sont, Ouais, c'est que c'est variabiliser toutes les valeurs dynamiques. exactement. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire là, du coup, rapidement. Attends, pardon, je crois que j'ai commencé le whisper, ouais. Ça, c'est classique aussi, tu sais, c'est quand tu expliques quelque chose et que tu commences le whisper flow en parallèle. Donc du coup, ce que je voudrais faire maintenant, c'est que je voudrais, variabiliser, le prompt qui est utilisé, vers Google Gemini. Ce que j'entends par là, c'est que je voudrais que les 2 inputs qui sont utilisés, les 2 inputs d'image qui sont utilisés, à savoir l'image de la pièce et l'image de l'objet, soient stockés dans 2 variables qui vont, respectivement être utilisées au bon endroit dans le prompt qui est utilisé vers Google Gemini. En d'autres termes, je ne veux pas que tu fasses référence à l'image de la room, à l'image de l'objet de manière, brute avec du texte. Je veux que tu fasses référence aux 2 variables correspondantes. Donc là, on va voir, ce qu'il nous donne. Donc tu vois, ça, c'est une première amélioration qui est possible. Ensuite, pendant qu'il procède, je vais t'expliquer aussi une autre amélioration qu'on pourrait mettre en place, et qui pourrait être une source aussi d'amélioration, enfin d'amélioration de l'évaluation de l'IA. Ce qui aide pas mal, normalement avec les images, c'est en fait de convertir une image en un format JSON qui fournit des explications
sur comment, enfin, qui fournit une description un peu plus complète de l'image. Donc, typiquement, ce qui a vraiment beaucoup de sens, je pense, dans notre cas d'usage, c'est de se dire, en fait, pour aider Gemini, tu vois, à pouvoir, à pouvoir situer, en fait, où il va devoir situer l'objet dans la pièce. Ce qui aiderait vachement, c'est qu'en fait, on dit à notre code, d'abord, convertis-moi l'image de ma pièce en un JSON qui va décrire tous les éléments de la pièce présents et surtout leur position. Donc pour ceux qui ne connaissent pas un format JSON, ça ressemble à ça, je vais vous montrer. C'est voilà, c'est un format de données, d'accord, avec voilà, des clés, des valeurs, quoi. Et en fait, l'idée que je souhaiterais implémenter, c'est avant de lancer le prompt vers Gemini, de convertir l'image en un JSON qui décrit la pièce, de telle sorte à ce qu'ensuite, lorsqu'on va fournir les instructions, on dise explicitement, OK, quand tu dis sur la table basse, va voir dans le JSON où est la table basse d'après l'image qui a été fournie. Donc ça va être l'amélioration d'après. Donc là, comme tu peux voir, encore une fois, ça nécessite un peu de rentrer dans le code. Donc forcément, ça peut un peu faire mal aux yeux si on n'a pas l'habitude. Mais comme tu peux le voir, il a pris en compte le fait que il va stocker en fait, en variable l'image de la room qui doit récupérer un petit peu plus haut. Je pense que c'est un petit peu plus haut. Enfin bref, peu importe. Et on voit ici qu'il utilise des variables pour faire écho à l'image de la room et à l'image de l'objet. Déjà, on va voir ce que ça peut donner. Alors, on peut essayer par exemple, place le pot sur la console TV. On peut même dire à gauche, par exemple. C'est pas forcément garanti que ça va améliorer le résultat. Et en fait, pour améliorer le résultat, il faudrait mettre en place des tests beaucoup plus à l'échelle, où en gros, tu compares, en fait, sur 10 générations d'images faites avec, tu vois, le prompt initial qu'on a encore dans V0, pour le même prompt, combien tu as de résultats positifs par rapport à ce que tu obtiens avec le prompt déjà amélioré. Donc là, tu vois qu'a priori, c'est pas mal. Après, la question, c'est si tu le régénères une deuxième fois, est-ce qu'il va aussi fonctionner, tu vois? Ça, c'est pas forcément sûr. Et encore une fois, ce qu'il faudrait faire dans l'absolu, c'est le cas ici, tu vois, c'est pas encore complètement précis. D'où le fait que il y a d'autres pistes d'amélioration. Et la dernière amélioration que je te propose, c'est de mettre en place ce que je viens de te décrire, c'est-à-dire de faire cette conversion de l'image de la pièce en ce format JSON et ensuite ça monte. Enfin, voilà, encore une fois, dans l'idée, tu vois, de fournir des pistes d'amélioration. C'est des choses qui prennent des journées entières. Donc du coup, encore une fois, c'est comme je l'ai répété plusieurs fois, ce sont des pistes pour pouvoir ensuite améliorer le rendu sur des tests qui sont faits à l'échelle. Donc tu vois, là, on va mettre ça en place directement maintenant. Très bien. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est améliorer la génération de l'image de la manière suivante. Je voudrais que, avant que tu génères la nouvelle image, tu convertisses d'abord l'image de la room en un JSON dans lequel tu vas fournir une description exhaustive de tous les objets qui sont présents dans la pièce. Et pour chacun de ces objets, un nom, une description exhaustive et une position aussi relative par rapport à d'autres objets dans la pièce. L'idée, c'est qu'ensuite, l'instruction fournie par l'utilisateur, elle vienne se confronter à ce JSON de manière à être beaucoup plus précis sur à quel endroit il va falloir modifier, rajouter, remplacer l'objet qu'on va rajouter. Et tu vois, donc là, pendant qu'il travaille aussi, il y a une autre piste d'amélioration qu'on pourrait mettre en place, c'est de se dire, tu vois, moi j'ai appelé ça un pot, mais bon, c'est plutôt un cache-pot, si on va être plus précis. Peut-être que certains vont appeler ça un pot de fleurs, etc. Et en fait, c'est là où aussi, ça peut être intéressant de aussi convertir l'image de cet objet en un JSON dans lequel tu vas fournir des caractéristiques, mais aussi des synonymes potentiels, tu vois. Genre, tu pourrais dire,
cet objet-là, donc là, par exemple, si on rajoutait une chaise, par exemple, bah, tu pourrais rajouter des équivalents, tu vois, typiquement un fauteuil, enfin, je sais pas quoi, des synonymes, tu vois, de telle sorte à ce que bah, tu sois sûr de répondre à un maximum de dénominations possibles, euh, possiblement utilisées, si tu veux, par l'utilisateur. Donc là, tu vois qu'en fait, il est en train de rajouter plusieurs étapes. Donc l'avantage aussi avec, si tu veux, l'IA, c'est que ils sont très bons aussi en commentaires et en instructions. Donc du coup, encore une fois, même en n'étant pas développeur, tu peux quand même comprendre un peu les étapes principales, tu vois. Et là, tu vois qu'il vient de rajouter une première étape, c'est analyse de la room pour créer un JSON descriptif. Donc tu vois que le JSON, il va comprendre un nom, une description, une position. Tu vas avoir à un moment donné une step 2, d'accord? Generate the image using the room analysis. Et tu vois qu'en fait, ici, pareil, bon, faut savoir lire le code, mais en fait, cette partie-là, là, ce JSON Stringify, en fait, c'est là qui fait appel à l'analyse qui a été auparavant utilisée. OK? Donc là, du coup, on va essayer de voir ce que ça va donner. Donc, on va recharger la page. Et typiquement, bah ouais, pareil, je suis un peu à court d'idées, mais on va dire, je crois que j'ai testé. Tiens, on va voir s'il est capable de faire ça. Remplace le. À gauche. Ouais, on va remplacer le fauteuil gauche. Je pense que ça va être chaud, le fauteuil gauche. On va voir. Je serais surpris. Remplace le fauteuil Ouais, il gauche avait pas réussi la dernière fois, par mais le nouvel objet. On va faire le fauteuil de gauche. Ah si, et tiens, et en fait, ce qu'on va faire aussi, ce que je vais te montrer, c'est qu'en fait, on va regarder un peu les logs, parce que ce qui va être intéressant, c'est de voir comment il construit le JSON. D'ailleurs, on va lui dire explicitement. On va lui dire, rajoute dans les logs le JSON de la pièce. Tu vois, comme ça, on va pouvoir voir si, par exemple, quand on parle de fauteuil, le fauteuil de gauche, est-ce que vraiment il le remonte, tu vois, dans le JSON ou pas? Donc, on attend qu'il le rajoute. Ça devrait pas être très, très compliqué pour lui. Et donc, du coup, ensuite, pour regarder les logs, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ouvrir la page du terminal dans lequel j'ai lancé le serveur. Donc, c'est là que tu vois en fait tous les calls en fait qui sont faits vers le serveur en local. Donc là, tu vois, il y a une 404, je sais pas ce que c'est. Donc là, tu vois, là, regarde. Ça, c'est le JSON dont on parle. Là. Rug, donc ça c'est le tapis. Tu vois, il a la coffee table, là, la table basse, armchair. Donc tu vois, ça c'est ça qui va nous de gauche. voilà, c'est ça là qui va nous intéresser. Et la question c'est est-ce que ça va être suffisant? Bah à voir. Comme tu le vois, il l'a mis à gauche, mais il a interagi aussi avec visiblement un autre élément, en rajoutant une plante, etc. On peut réessayer on va réessayer une autre fois, tiens, voir ce qu'il fait. Tu vois, genre, c'est là où, en gros, bah, comme je l'ai répété plusieurs fois, c'est vraiment un travail à plein temps. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de ce rôle, tu sais, de AI PM, très fort en prompt engineering. En fait, c'est un travail qui prend énormément de temps. Mais par contre, avec ce que je viens de vous montrer, je vous montre un peu, bah, en fait, les billes en fait, tu vois, genre, c'est quoi, en fait, les paramètres sur lesquels tu vas jouer? Parce que là, maintenant, un paramètre sur lequel je vais jouer, c'est peut-être, bah, tu vois, le JSON que j'ai fourni, il est peut-être pas assez fourni, quoi, en fait, concrètement. Tu vois, peut-être qu'il n'y a pas assez d'infos. Euh, peut-être que, du coup, en fait, il faut fournir ce JSON en français ou dans la langue utilisée par l'utilisateur. Ouais. Faut tester les approches. Et c'est vrai que là où mine de rien, il y a plusieurs actions, il faut d'abord supprimer le fauteuil de gauche pour après pouvoir générer le pot à la place du fauteuil. Tout à fait. C'est vrai que c'est deux actions qui peuvent être qui pourraient être découpées Absolument. directement dans le code. Très bonne remarque. Et ben ça, tu vois, pareil, là tu vois, tu commences à avoir des réflexes toi aussi sur comment améliorer une IA, etc. Mais effectivement, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est de se dire, OK, extrais-moi l'action demandée ici. Donc, remplace le fauteuil de gauche, ça veut dire quoi? Ça veut dire remplacer. Donc, c'est une action de type replacement. Donc, dans ce cas-là, si tu juges que tu rentres dans ce cas-là, suis cette logique-là. Tu me supprimes d'abord l'objet, tu me génères une première image, et ensuite, à partir de cette image-là, tu me rajoutes l'objet, tu vois. Versus, si tu rentres dans un autre cas où en gros tu juges que tu rentres dans un scénario rajoute tel objet, bah là pour le coup tu peux suivre le process classique. Et même
le jour où tu réussis à obtenir le bon prompt, tu vois, et le bon workflow qui marche bien, va se poser aussi la question de la rapidité du résultat et du coût aussi derrière. Parce qu'en fait, là, comme tu peux le voir, on fait 2 calls API vers Gemini. C'est pas neutre comme coût. Donc peut-être qu'il y a aussi quelque chose à faire, à améliorer, où en gros, tu pourrais très bien faire un premier call, par exemple, en utilisant une autre API, tu vois, qui comprend les images, genre, je sais pas, une API d'OpenAI ou même d'Anthropic, quoi. Pour ensuite, donc là, je fais référence pour la partie génération du JSON, hein, et ensuite garder Gemini pour la partie génération d'images. Et histoire de valider que tu as à peu près le même résultat, mais peut-être à un coût moindre. Tout ça aussi dans un contexte où les modèles, ils évoluent constamment et où du coup, bah, comme je l'ai dit, c'est beaucoup de travail et beaucoup de temps à passer pour pouvoir constamment améliorer ton donc voilà. Non, mais hyper intéressant. Et comme tu l'as dit, il y a toujours plein de choses à faire. Après, c'est l'enjeu de prioriser les améliorations intéressantes pour les utilisateurs et ceux qui sont un peu plus secondaires. Et ben, en tout cas, n'hésitez pas après en commentaire à partager vos besoins, ce que vous aimeriez voir dans d'autres contenus de ce style. C'est vrai qu'il y a la possibilité d'avoir une base de données et d'enregistrer les informations, de créer une authentification. Enfin, il y a plein de choses. C'est vrai que c'est toujours infini, mais je pense que, enfin moi en tout cas, je suis très curieux de savoir ce qu'on pensait bien sûr les gens et ce qu'ils aimeraient voir euh, pour les aider à créer des applications, leur side project ou même en interne en entreprise. Carrément, et curieux aussi de voir si voilà, certaines personnes ont aussi trouvé des bonnes pratiques aussi pour améliorer des prompts, et je pense spécifiquement des prompts de génération d'images. Merci Jules. Toi, tu as du coup Vibe Coding Academy, je mettrai le lien en description, qui partage en fait, plein de contenu sur ce sujet, des méthodos très précises pour permettre de créer une application sans forcément être technique, sans forcément savoir coder. Donc, je mettrai bien sûr le lien en description. Exactement, donc il y a une partie cours hein, où en gros je passe, enfin, voilà, je décris et j'enseigne une méthodologie dont on a pu voir certaines bribes au cours de cette vidéo. Donc avec vraiment une partie génération du front-end dans un outil comme Lovable ou V0 et ensuite la synchronisation dans Cursor pour pouvoir créer tout le back-end, le paiement, l'authentification, la connexion avec la base de données directement en local en fait avec les modèles les plus puissants. Et puis il y a aussi une newsletter voilà, où je partage du contenu une fois toutes les 2 semaines sur toutes les nouvelles technologies, les news de manière générale sur le vibe coding. Voilà. Nice. Merci beaucoup Jules et à une prochaine peut-être pour d'autres Je contenus t'en comme prie, ça merci à toi sur le Louis coding. pour l'invitation encore une fois.